Emmanuel Kant était soit la personne la plus ennuyeuse de la planète, soit le rêve humide des hackers de la productivité, selon le point de vue que l'on adopte. Pendant plus de 40 ans, il s'est levé tous les jours à 5 heures du matin et a écrit pendant exactement 3 heures. Ensuite, il donnait une conférence de 4 heures dans la même université. Il se rendait ensuite tous les jours au même restaurant pour le déjeuner. Puis, tous les jours, jusqu'à la fin de sa vie, Kant faisait une longue promenade l'après-midi dans le même parc, le long du même chemin, partant et revenant à la maison exactement à la même heure. Kant vivait à Königsberg, en Prusse. Je dis cela littéralement. Même si la mer était à 1 heure de route, il ne s'aventurait jamais au-delà de la ville. Kant incarnait l'efficacité. Ses voisins disaient en plaisantant qu'ils pouvaient régler leurs horloges en fonction de l'heure à laquelle il quittait son appartement chaque jour, tant il était mécanique dans ses habitudes. À 22h30 précises, il rentrait chez lui pour terminer son travail et se couchait après avoir fait sa promenade quotidienne à 15h30 et avoir dîné avec le même ami tous les soirs. On peut facilement se moquer d'un tel homme. Quel échec! Il faut vivre un peu, s'il vous plaît. Pourtant, Kant a été l'un des philosophes les plus importants et les plus influents de l'ère moderne. Depuis son appartement d'une pièce en Prusse, il a fait plus pour guider le monde que la plupart des dirigeants et des armées ne l'ont fait avant ou depuis. On pourrait en partie attribuer à Kant l'existence d'une société démocratique qui défend les droits individuels. Il a été le premier à imaginer un gouvernement mondial qui garantirait la paix sur une grande partie de la planète. Il a formulé des prescriptions relatives à l'espace-temps qui ont finalement influencé la découverte de la relativité d'Einstein. Il a proposé que les animaux puissent avoir leurs propres droits. En quelques centaines de pages, il a réglé un différend philosophique vieux de 200 ans et créé la philosophie de l'esthétique et de la beauté. Il a complètement réécrit la philosophie morale, démantelant les concepts qui avaient servi de pierre angulaire à la civilisation occidentale depuis Aristote. Kant était un penseur acharné. Si les cerveaux avaient eu des couilles, celles de Kant auraient été faites d'acier. Je veux parler de ses convictions parce qu'elles sont encore étudiées et contestées dans des milliers d'établissements d'enseignement supérieur aujourd'hui, en particulier en ce qui concerne l'éthique. Pourquoi la philosophie morale de Kant est-elle importante? Vous vous demandez peut-être, vraiment, la philosophie de la morale? Qu'est-ce que ça peut bien faire? Montrez-moi un mème d'un chat ou une remarque encourageante sur un coucher de soleil radieux. En effet, il existe une philosophie morale. Tout le monde s'en fiche, dites-vous. Ou alors, qu'est-ce qui est si important? En fait, vous doutez de la valeur d'une chose. Mérite-t-elle votre attention et votre temps? Est-elle supérieure ou inférieure à quelque chose d'autre? Toutes ces questions ont trait aux valeurs et relèvent de la philosophie morale. Ce que nous apprécions, ce à quoi nous tenons et ce à quoi nous ne tenons pas est déterminé par notre philosophie morale. Nos opinions, nos comportements et nos décisions sont tous influencés par nos valeurs. Par conséquent, la philosophie morale imprègne tous les aspects de notre vie. Vous comprenez? La théorie morale de Kant est distincte et paradoxale. Selon Kant, toute chose doit être universelle pour être bonne. En d'autres termes, si le mensonge est un mal, il doit toujours être mauvais. Il ne peut être bon de faire quelque chose dans une circonstance et mauvais dans une autre. Si tout le monde le fait, cela doit être incorrect. Il ne peut s'agir d'un principe éthique légitime s'il n'est ni toujours bon ni toujours mauvais. Kant appelait ces concepts éthiques universels des impératifs catégoriques, c'est-à-dire des règles de vie qui s'appliquent à tous et en toutes circonstances. Putain de merde, des règles globales qui prescrivent toute la moralité à tout le monde. Oui, vous aimeriez que les frites aillent dans ce sens. Cela semble absurde parce que c'est si difficile. Pourtant, Kant a fait un effort considérable. Il a en fait essayé à plusieurs reprises de développer des impératifs catégoriques. Certaines de ces tentatives ont résisté à l'épreuve du temps dans une certaine mesure, tandis que d'autres ont été rapidement détruites par d'autres philosophes. L'une d'entre elles, en particulier, est devenue un véritable piège. Il s'agit de l'une des affirmations les plus puissantes que j'ai jamais lues ou étudiées au cours de mes années de lecture et d'étude de la philosophie, de la psychologie et d'autres sciences. Elle a un impact sur tous les aspects de la vie d'une personne. Elle résume la majorité de nos intuitions et présomptions éthiques en une seule ligne et indique clairement la ligne de conduite appropriée dans chaque circonstance, ainsi que les raisons qui la sous-tendent.
Bon, trêve de préliminaire. Voici la règle de Kant. Agissez comme si vous utilisiez l'humanité, que ce soit en vous ou en quelqu'un d'autre. Toujours simultanément comme un but et jamais seulement comme un moyen de parvenir à une fin. D'accord, c'est quoi ce bordel? Revenons un instant en arrière. Selon Kant, la raison est sacro-sainte. Lorsque je parle de rationalité, je ne pense pas à la rationalité d'un grand maître des échecs ou du sudoku, étant donné que nous sommes la seule espèce connue dans l'univers ayant la capacité d'analyser les options, de prendre des décisions et de réfléchir aux ramifications morales de chaque action. Je définis la rationalité comme suit essentiellement la conscience. Selon Kant, notre capacité à traiter l'information et à agir consciemment dans le monde est la seule chose qui nous distingue du reste de l'univers, et cela lui est propre. C'est vraiment, vraiment unique. Nous sommes peut-être la seule chance d'auto-organisation intelligente de l'univers. Par conséquent, nous devons la prendre au sérieux. Par conséquent, le fondement de toute notre réflexion morale doit être la raison et la défense de la décision consciente. Selon Kant, sans rationalité, l'univers serait un gâchis, vain et sans but. Selon Kant, nous pourrions tout aussi bien être un tas de cailloux si nous n'avions pas la capacité intellectuelle et la liberté de l'utiliser. Cela n'aurait aucune importance. Kant considère donc que la défense et la promotion de la conscience rationnelle de chacun est la source de toute moralité. Comment faire alors? La règle de Kant ci-dessus, donc, pour faciliter la compréhension de la règle de Kant, exprimons-la d'une manière plus contemporaine. Citation. Chaque individu doit toujours être considéré comme une fin en soi et non pas seulement comme un moyen de parvenir à une fin. Supposons que j'ai faim et que je veuille un burrito. Je prends ma voiture et me dirige vers Chipotle où j'obtiens mon monstre à double viande préféré de la semaine, ce qui me rend très heureux. Manger le burrito est mon objectif ultime dans ce scénario. En fin de compte, c'est la raison pour laquelle je fais tout le reste. Monter dans une voiture, conduire, faire le plein d'essence, etc. Toutes les choses que je fais pour obtenir le burrito sont les moyens ou les choses que je dois faire pour atteindre mon objectif. Appeler un ami pour s'enquérir de son bien-être est un moyen d'atteindre mon but. Votre objectif est de savoir comment il va. Le moyen de quitter une fête tôt et de se réveiller tôt est votre fin si vous le faites pour vous lever le matin. Les moyens sont des actions que nous entreprenons dans certaines conditions. Je veux un burrito, mais je ne veux pas prendre ma voiture et conduire. Conduire est donc le moyen de mon burrito. Quelque chose qui est désiré pour lui-même s'appelle une fin. Elle sert de moteur principal à nos choix et à nos actions. Le burrito ne serait plus mon but si je ne voulais le manger que parce que ma femme l'a demandé et que je voulais lui faire plaisir. Ma femme est maintenant heureuse puisque c'est un moyen d'atteindre un objectif encore plus grand. En outre, le bonheur de ma femme est maintenant un moyen d'atteindre une fin plus importante, à savoir le sexe, si mon seul objectif était de la rendre heureuse pour que je puisse peut-être m'envoyer en l'air ce soir. Ce dernier exemple vous a probablement fait tressaillir et vous avez pensé que j'étais un salaud. Et c'est précisément ce à quoi Kant fait référence. Selon sa thèse, voire sa règle, le fondement de toute activité contraire à l'éthique est l'utilisation d'un être humain comme outil pour atteindre un autre objectif. Il est acceptable d'utiliser un burrito comme outil pour atteindre les objectifs de ma femme. En fin de compte, à ma connaissance, les burritos n'ont pas de conscience rationnelle. Cependant, je traite maintenant ma femme comme un moyen, si je la considère comme un moyen de mettre fin à un rapport sexuel. Kant soutiendrait également que c'est plutôt immoral. Appliquons le bon sens à la règle de Kant. La formulation de Kant répond à toutes les exigences d'une théorie de la moralité. Cependant, elle va bien au-delà de la morale et de la raison fondamentale. En fait, je vais tenter de démontrer que la règle de Kant s'applique logiquement à presque tout ce que nous considérons actuellement comme bon et juste. Jetez un coup d'œil. La liste suivante n'est pas exhaustive. Bien que Kant ait écrit directement sur certains de ces sujets, j'ai extrapolé certaines de ces idées pour les adapter à mon propre point de vue. Lorsque vous aurez terminé votre lecture, j'espère que vous verrez à quel point le principe moral unique peut s'adapter à pratiquement tous les aspects de l'existence humaine. La paresse en est un exemple. Pour être tout à fait honnête, je peux être aussi paresseux que n'importe qui d'autre, et je m'en veux souvent. Cependant, nous sommes tous conscients que la paresse à court terme aura toujours des effets négatifs à long terme. Cependant, pour une raison quelconque,
Nous ne sommes jamais émus ou inspirés par cette évaluation du gain à court terme par rapport à la perte à long terme. Mais Kant ne pense pas que ce soit une erreur pour cette raison. Kant soutiendrait en fait que c'est la mauvaise façon de considérer l'indolence. Ce n'est pas suffisant. Selon Kant, chacun a l'obligation morale de toujours faire de son mieux. Cependant, il ne conseille pas de faire de son mieux pour des raisons d'estime de soi, de praticité, de contribution sociale, ou quoi que ce soit d'autre. Il est allé plus loin. Il soutenait que si l'on ne fait pas de son mieux, on se traite davantage comme un outil que comme un objectif. En effet, vous pouvez aussi vous utiliser comme un moyen. Votre esprit et votre attention sont traités comme un simple réceptacle à plaisir lorsque vous vous asseyez sur le canapé et actualisez Twitter pour la 28e fois. Votre conscience n'atteint pas son plein potentiel. En fait, vous stimulez vos objectifs émotionnels en tirant parti de votre conscience. Si vous appréciez cette plongée dans les idées d'Emmanuel Kant, restez avec moi, car nous avons encore beaucoup à explorer sur la façon dont sa philosophie peut s'appliquer à la vie moderne et à nos choix quotidiens. Mais pour l'instant, j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Comment l'idée de traiter les gens comme des fins en soi résonne-t-elle dans votre vie? Vous êtes-vous déjà trouvé dans une situation où vous avez dû y réfléchir? Laissez un commentaire ci-dessous, j'adorerais avoir de vos nouvelles. Oh, et n'hésitez pas à aimer la vidéo. Cela aide vraiment la chaîne à continuer à vous proposer des réflexions comme celle-ci. Kant soutiendrait que ce n'est pas seulement mal, mais aussi immoral. Vous vous faites du mal volontairement. Deuxième exemple, la dépendance. Kant n'était pas un fêtard invétéré, contrairement à ce que l'on pourrait croire. Il accompagnait son déjeuner d'un peu de vin. Il ne fumait qu'un bol de tabac et une pipe tous les matins à la même heure. Kant n'était pas toujours opposé à l'idée de s'amuser, mais il s'opposait à l'évasion pure et simple. Il affirmait qu'il était contraire à l'éthique d'utiliser l'alcool ou d'autres formes d'évasion de sa propre vie, car cela nécessitait d'utiliser sa liberté et sa pensée logique comme un outil pour atteindre un autre objectif. En l'occurrence, le fait de se tromper Kant était partisan d'affronter ses problèmes. Il soutenait qu'il y a des cas où la souffrance est acceptable et même nécessaire dans la vie. Nous évaluons souvent l'immoralité d'une dépendance en fonction du mal qu'elle fait à d'autres personnes. Or, pour Kant, l'excès de consommation est avant tout un acte d'immoralité envers soi-même. Les dommages qu'elle cause aux autres ne sont qu'accessoires. Il s'agit d'une incapacité à faire face à ses propres réalités mentales et conscientes. En outre, cette incapacité équivaut à se tromper soi-même ou à se priver de précieuses opportunités de vie. En outre, selon Kant, se mentir à soi-même est tout aussi immoral que de mentir aux autres. Exemple 3. Recherche de l'approbation et de l'apaisement des autres. D'accord, je suis conscient que lécher constamment le cul des autres n'est pas une tactique intelligente. Mais immoral? Vraiment? N'est-il pas moralement juste de traiter les gens avec gentillesse et de les rendre heureux? Ce n'est pas toujours le cas. Le fait de plaire aux gens et de rechercher l'approbation vous pousse à modifier votre comportement et votre discours pour refléter vos véritables sentiments et pensées. Vous vous utilisez déjà comme un moyen et non comme une fin. Mais les choses ne font qu'empirer. En effet, vous utilisez également les autres comme un outil pour atteindre vos objectifs si vous changez votre façon de parler et d'agir pour obtenir leur approbation. Pour obtenir une réaction positive de leur part, vous modifiez et influencez la façon dont ils vous perçoivent. Kant soutiendrait certainement que cela est également immoral. Espèce de crétin moralement répréhensible, comment oses-tu dire que ma tenue me va bien? J'ai beaucoup écrit sur la façon dont les relations toxiques résultent de la recherche de l'approbation et de la satisfaction des gens. Toutefois, Kant va bien plus loin que d'habitude. En raison du fait que Kant a été très dur de cette manière, exemple 4, il n'a pas hésité à parler de coercition ou de manipulation. La coercition ou la manipulation. Il est immoral de communiquer avec une personne dans l'intention d'obtenir quelque chose d'elle sans qu'elle en soit pleinement consciente ou sans son consentement explicite, même si vous ne mentez pas. Le consentement pleinement éclairé était important pour Kant. Il estimait que c'était la seule façon pour les gens d'interagir de manière saine. Pour son époque, il s'agissait d'une position radicale que les gens ont encore du mal à accepter aujourd'hui. Kant aurait beaucoup à dire sur la question du consentement, qui me semble très importante dans deux domaines du monde moderne. Le premier est clair, rencontre et sexe. Tout ce qui n'est pas un accord explicite,
pleinement informé et sobre est moralement inacceptable selon le critère de Kant. À mon avis, les gens rendent cette question controversée beaucoup plus compliquée qu'elle ne devrait l'être. En substance, il s'agit simplement de faire preuve de respect. Ce n'est pas ce que les gens pensent que cela signifie de demander la permission 20 fois lors d'un rendez-vous. Il suffit d'exprimer ses sentiments, de s'enquérir des siens et d'honorer leurs réponses. C'est tout. Ce n'est pas difficile. Étant donné que Kant considère que tous les êtres sensibles ont une dignité fondamentale qui doit être respectée à tout moment et par tout le monde, le respect est également considéré comme sacro-saint dans son système moral. Le consentement, selon Kant, est un acte de respect. Dans une certaine mesure, tout ce qui n'aboutit pas à l'autorisation de deux personnes est un manque de respect. La question du consentement a des ramifications vastes et profondes qui affectent toutes nos relations humaines, même si je me rends compte que cela fait passer Kant pour une mamie vengeresse. Les ventes et la publicité sont l'autre domaine contemporain qui pose problème. Presque toutes les stratégies de marketing sont basées sur l'utilisation des gens comme moyen d'atteindre une fin, qui est de faire de l'argent. Les ramifications éthiques du capitalisme et de la disparité des revenus ont en fait tourmenté Kant pendant une grande partie de sa vie. Selon lui, il était impossible pour quiconque d'accumuler des richesses sans recourir à une forme de contrainte ou de manipulation. Il était donc sceptique à l'égard du système dans son ensemble. Bien que le communisme n'ait pas encore été établi et qu'il ne soit pas spécifiquement anticapitaliste, il est troublé par l'extrême disparité des richesses de son époque. Il estimait qu'il était moralement nécessaire que tous ceux qui avaient accumulé des richesses en donnent une grande partie aux personnes souffrant de la faim. Le sectarisme est le 5e exemple. Les intellectuels du siècle des Lumières, étant connus pour leurs convictions racistes, très répandues à l'époque, on pourrait tout aussi bien l'inclure ici. Il est intéressant de noter que Kant a tourné la page et s'est rendu compte plus tard dans sa vie qu'aucune race n'avait le droit de dominer une autre, même s'il avait dit des choses assez terribles sur la race au début de sa carrière. Après tout, le racisme et d'autres formes d'intolérance sont des exemples classiques de la façon de considérer les autres comme des moyens plutôt que comme des fins, ce qui est logique. Kant a conclu que si toute logique est sacrée, alors rien ne permet aux Européens de bénéficier d'un traitement préférentiel par rapport à d'autres races ou nationalités. En outre, il avait une position fortement anticolonialiste. Kant soutenait que l'oppression et la violence nécessaires à l'asservissement des populations finiraient par détruire l'humanité des gens, quelle que soit leur race. C'était l'organisation la plus flagrante. Pour l'époque, c'était tout à fait radical. Si radical, en fait, que beaucoup de gens pensaient que c'était ridicule. Cependant, Kant soutenait que l'établissement d'une autorité internationale unifiant et liant les États-nations était le seul moyen de mettre fin à l'injustice et à la guerre. Sa vision servira de fondement aux Nations Unies des siècles plus tard. Exemple 6. L'obligation de s'améliorer. La majorité des penseurs du siècle des Lumières estimaient que la meilleure façon de vivre était de maximiser le bonheur tout en minimisant la souffrance. L'utilitarisme est le nom de cette perspective éthique, qui est encore largement acceptée par de nombreux penseurs contemporains. Kant avait une idée très différente de la manière de rendre le monde meilleur, la maxime de Michael Jackson, en quelque sorte. En effet, Kant partageait la conviction de Michael selon laquelle il faut s'examiner soi-même et apporter les changements nécessaires si l'on veut améliorer le monde. Cependant, Kant a utilisé une rationalité impitoyable pour faire valoir son point de vue plutôt que de se serrer l'entrejambe. Et voici son argument. Selon Kant, il est généralement impossible de déterminer si quelqu'un mérite d'être heureux ou de souffrir, car on ne peut jamais être sûr de ses véritables motivations et objectifs au moment où il agit. De même, même s'il faut essayer de rendre les autres heureux, il est impossible de savoir exactement comment s'y prendre. Vous ne connaissez pas leurs attentes, leurs valeurs et leurs sentiments. Vous n'avez aucune idée de la manière dont vos actions les affecteront. En outre, il n'est pas toujours évident de savoir ce qui, dans la majorité des circonstances non extrêmes, peut être considéré comme du bonheur ou de la souffrance. Dans un an, votre divorce pourrait être la meilleure chose qui vous soit arrivée, même s'il vous cause beaucoup de souffrance aujourd'hui. Vous pouvez apprécier le bonheur d'une fête entre amis, mais cela vous empêche peut-être de travailler à un objectif
qui vous éviterait de souffrir davantage à l'avenir. Kant soutient donc que l'amélioration de soi est la seule approche rationnelle pour rendre le monde meilleur. Cela est dû au fait que nous ne pouvons nous sentir véritablement nous-mêmes qu'avec un certain degré de confiance. Kant considère l'amélioration de soi comme un devoir, une exigence incontestable imposée à chacun d'entre nous, et la décrit comme l'apprentissage de l'impératif catégorique. Selon Kant, c'est une vie créée pour soi-même, plutôt que le paradis ou l'enfer, qui serait la récompense ou la punition pour avoir manqué à ses obligations. Vivre selon des principes moraux a amélioré non seulement votre vie, mais aussi celle de tous ceux qui vous entourent. Dans le même ordre d'idées, le non-respect de la morale entraînera des souffrances inutiles pour vous et votre entourage. La règle de Kant a des répercussions. Le fait d'être plus honnête avec les autres résultera de votre capacité accrue à prendre conscience de vous-même, et votre franchise avec les autres encouragera les gens à être plus honnêtes avec eux-mêmes, ce qui, en fin de compte, conduira à une vie meilleure. Cela vaut pour toutes les facettes de la règle de Kant, y compris le consentement, la générosité, la productivité et l'honnêteté. Selon la maxime de Michael Jackson, la règle de Kant aura un impact positif plus important sur le monde que n'importe quelle institution ou politique bien pensée, une fois qu'elle aura été adoptée par un nombre suffisant de personnes. L'obligation de se respecter soi-même. Kant a vu instinctivement que notre respect du monde et notre respect de nous-mêmes sont inextricablement liés. Nous utilisons nos interactions avec notre propre psyché comme un modèle pour nos relations avec les autres, et nous ne pouvons pas progresser avec eux tant que nous ne nous sommes pas améliorés nous-mêmes. Le mouvement de l'estime de soi n'étant pour lui qu'une nouvelle tactique visant à utiliser les gens pour se sentir mieux, il serait probablement repoussé par ce mouvement aujourd'hui. Se sentir mieux n'est pas l'objectif du respect de soi. Connaître sa propre valeur, savoir que chaque être humain mérite les droits fondamentaux et la dignité, quelle que soit son identité, et que chaque conscience est sacrée et doit être traitée comme telle, sont autant de composantes du respect de soi. D'après Kant, il est tout aussi pervers de se dire que l'on est indigne et indigne que de dire aux autres qu'ils le sont. Il est tout aussi immoral de se mentir à soi-même que de mentir aux autres. Il est tout aussi dégoûtant de se faire du mal à soi-même que de faire du mal aux autres. Par conséquent, vous n'apprenez pas à vous aimer et à prendre soin de vous, et vous ne le faites pas. Même si c'est tout ce qui vous reste, vous avez l'obligation éthique de les développer en vous. L'effet de la philosophie de Kant. Même s'il existe de nombreuses contradictions et de nombreux problèmes dans la philosophie de Kant, ces idées originales ont certainement influencé le monde. Curieusement, elles m'ont transformé lorsque je les ai rencontrées pour la première fois il y a 1 an. Pendant la majeure partie de mes 20 ans, j'ai recherché un grand nombre des choses figurant sur la liste ci-dessus, mais je l'ai fait pour des raisons transactionnelles et pragmatiques, croyant qu'elles amélioreraient ma qualité de vie. En attendant, je me sentais de plus en plus vide au fur et à mesure que je m'efforçais d'y parvenir. Cependant, la lecture de Kant m'a éclairé. Kant a effacé des décennies de présomptions et d'idées préconçues en seulement 80 pages. Il m'a appris que la motivation qui sous-tend nos actions est plus importante que les actions elles-mêmes. En outre, vous n'avez pas découvert grand-chose si vous n'avez pas découvert le but approprié. Kant n'a pas toujours été un intello ennuyeux, guidé par ses habitudes. Il n'a pas toujours été le maire de Bourville. En effet, Kant était un peu un fêtard quand il était plus jeune. Il faisait la grasse matinée, se gavait de nourriture, organisait des fêtes somptueuses et veillait tard en jouant aux cartes et en sirotant du vin avec ses amis. Ce n'est qu'à l'âge de 40 ans qu'il a renoncé à tout cela et commencé à mener la vie ordinaire qui allait le rendre célèbre. Il a affirmé que vers l'âge de 40 ans, il a établi ce régime après avoir réalisé les ramifications morales de son comportement et décidé qu'il ne se permettrait plus de gaspiller le temps et l'énergie restant dans sa conscience. C'est ce que Kant appelait le développement du caractère, c'est-à-dire le processus de création d'une vie centrée sur la réalisation de son propre potentiel. Parce qu'ils sont encore trop facilement influencés par les caprices et les fantaisies du monde, passant de l'enthousiasme au désespoir et vice-versa, il pensait que la plupart des gens ne peuvent pas acquérir un véritable caractère avant d'avoir atteint l'âge mûr. Nous sommes totalement inconscients des objectifs qui nous motivent
parce que nous sommes tellement préoccupés par l'acquisition de plus de richesses. Une personne doit se maîtriser et maîtriser ses propres comportements pour se forger un caractère. Et bien que peu d'entre nous puissent y parvenir au cours de leur vie, Kant pensait qu'il était de notre responsabilité à tous de nous efforcer d'atteindre cet objectif. En fait, il pensait que c'était le seul but à atteindre. Si vous m'avez suivi, j'espère que vous avez pu absorber les profondes réflexions sur la philosophie d'Emmanuel Kant et sur la manière dont elle peut influencer notre façon de vivre et notre rapport au monde. Maintenant, aidez-moi à diffuser ces idées, laissez votre like, parce que cela aide vraiment la chaîne à grandir et à atteindre plus de gens. Et si vous connaissez quelqu'un qui a besoin de réfléchir à ces questions ou qui sera intéressé par ce contenu, partagez cette vidéo avec lui. Ensemble, nous pouvons apporter ces réflexions à un plus grand nombre de personnes et créer une chaîne de pensée transformatrice.